C'est bon? OK. Bien, bonjour tout le monde. Je vais vous demander de prendre place. Les derniers arrivés, vous pouvez vous servir encore. Merci d'être avec nous aujourd'hui pour ce premier café scientifique du CIAP, donc le Centre intersectoriel d'analyse des perturbateurs endocriniens. Je suis Isabelle Plante, je suis la co-directrice du CIAP et je suis aussi chercheure à l'INRS sur le cancer du sein et les effets des polluants sur le cancer du sein. Mais aujourd'hui, j'ai vraiment mon chapeau de co-directrice et cofondatrice du CIAP et puis on va vous parler aujourd'hui de perturbateurs endocriniens. Donc, le CIAP, en tant que tel, c'est un réseau de chercheurs qu'on a fondé, ma collègue Valérie Langlois, qui est dans le fond là-bas, et moi, il y a environ 3 ans. C'est un regroupement, en fait, de chercheurs, de spécialistes sur les perturbateurs endocriniens et qui a pour but de mieux les comprendre, de mieux les gérer, de mieux déterminer les effets sur la santé, sur la faune, sur la flore, de mieux les légiférer. Mais on a aussi un très grand volet qui consiste à faire connaître la problématique des perturbateurs endocriniens au grand public et essayer de sortir la science des laboratoires pour venir expliquer aux gens qu'est-ce qu'on fait dans nos laboratoires, justement, comment on comprend les perturbateurs endocriniens, comment on les explique. Évidemment, depuis tout à l'heure, j'utilise le terme perturbateur endocrinien. Juste par main levée pour le fun, est-ce que c'est un terme que tout le monde a entendu dans sa vie? Oui, pas mal, hein? J'imagine, parce que vous êtes ici, donc probablement que c'est quelque chose qui vous appelle. Donc aujourd'hui, on va essayer justement de faire un petit peu plus le tour de qu'est-ce que c'est, leurs effets, comment on les traite, qu'est-ce qu'on voit. Et on a choisi un petit thème aussi sur l'inégalité sociale. Donc vous allez voir qu'on a des exemples d'expositions différentielles ou d'effets différentiels selon l'ethnicité, les statuts socio-économiques et un peu tout ça. Donc, ce café scientifique-là, c'est le premier de 2. On est diffusé en live, en Facebook Live présentement. Donc, c'est le premier de 2 cafés scientifiques qu'on va faire. Il y en aura un deuxième à Montréal au printemps, qui sera aussi diffusé en live. Donc, si vous voulez assister à ce deuxième-là, les dates seront connues bientôt sur notre site Internet. Donc, je vous invite à y participer aussi. Et je tiens à souligner aussi que les cafés scientifiques, ils sont rendus possibles par le support des Instituts de recherche en santé du Canada qui nous donnent des fonds pour faire ces activités-là, par le FRQNT, donc les Fonds de recherche nature et technologie du Québec, et évidemment par nos partenaires, le Musée de la civilisation qui nous héberge aujourd'hui, ainsi que l'Espace Saveur par Nolan qui vous offre, qui vous offre le café Les Viennoiseries. Donc, merci à tout le monde. Donc, comme je disais, aujourd'hui, on va s'intéresser un petit peu plus à notre exposition aux perturbateurs endocriniens et à la justice sociale. Et ce qu'on veut, c'est vraiment échanger avec vous. Donc, l'idée ici, c'est de faire une discussion. Il ne faut pas hésiter à poser des questions. On a aussi des gens qui sont peut-être sur Facebook. Donc, Kimberly, notre coordonnatrice, va se faire un plaisir de lire les questions des gens qui sont sur Facebook, s'ils en ont. Puis vous, n'hésitez pas. Le but, c'est vraiment de répondre à vos interrogations, à vos questions. Valérie va se promener avec un micro pour aller chercher vos questions comme ça. Évidemment, on vous demande aussi de rester respectueux dans le processus, c'est-à-dire que vous pouvez être ou ne pas être en accord avec certaines questions qui sont posées, certaines réflexions, certaines choses. C'est correct, mais on vous demande de rester respectueux, de discuter de la problématique et non pas des propos de la personne. Donc, dans cette optique-là. Puis évidemment, si vous voulez réagir positivement, négativement, peu importe, à certaines questions, à certains propos, vous êtes les bienvenus. C'est l'idée de la question. Donc, la façon qu'on va fonctionner aujourd'hui, évidemment, comme vous voyez, je ne suis pas toute seule, j'ai des grands experts avec moi. Donc, je vais vous les présenter dans quelques minutes, mais encore une fois, l'idée, c'est de poser des questions sur les spécialistes. Ils ont chacun leur spécialité, mais vous voyez que vous allez voir, c'est des gens qui sont très connaissants. Donc, vous pouvez soit adresser une question à une personne en particulier ou aux panélistes de façon générale, si vous voulez. On vous demandait
comme justement c'est filmé, on vous demande le plus possible d'essayer de rester assis parce que les caméras font un grand plan sur nos panélistes. On vous voit uniquement de dos là, dans vos cas, mais évidemment, si vous vous levez, vous êtes peut-être dans le champ de la caméra. Donc, évidemment, le plus possible de rester assis si vous pouvez. Donc, sans plus tarder, je vais vous présenter nos spécialistes. Je vais d'abord les nommer, puis ensuite, je vais leur laisser se présenter eux-mêmes. Donc, on a Marc-André Werner de l'Université de Montréal, Jennifer Beeman, qui est pour Action Cancer du Saint-Québec, Étienne Audet-Wash de l'Université Laval et Maryse Bouchard de l'INRS. Donc, peut-être Marc-André? Bonjour tout le monde. Moi, je travaille à l'Université de Montréal au département de santé environnementale et santé au travail et au Centre de recherche en santé publique. Je m'intéresse particulièrement à l'analyse du risque lié aux expositions aux contaminants de l'environnement, principalement chez les femmes enceintes et les jeunes enfants. Merci. Bonjour tout le monde, je suis Jennifer Beeman. Jusqu'au mois d'août, j'étais directrice générale d'Action Cancer du Sein du Québec, un organisme dont la mission est la prévention du cancer du sein et on s'intéresse particulièrement aux facteurs environnementaux en lien avec la maladie. Et on était très impliqués dans la lutte pour moderniser la loi canadienne sur la protection de l'environnement, la loi qui encadre la réglementation des substances toxiques. Je suis toujours à Action Cancer du Sein, mais maintenant coordonnatrice des programmes et de défense des droits. Oui, je me présente, Étienne Audet-Wash, je suis professeur au département de médecine moléculaire de la faculté de médecine de l'Université Laval, ici à Québec. Je me spécialise en endocrinologie moléculaire, donc j'essaie surtout de comprendre les fonctions des estrogènes, les hormones typiquement femelles, et des androgènes, les hormones typiquement mâles, chez l'être humain. Il faut savoir que tant les estrogènes que les androgènes sont aussi importantes chez l'homme que chez la femme, et on essaie de comprendre comment ces hormones-là permettent de contrôler le développement et le bon fonctionnement du corps humain, comment c'est impliqué dans les maladies humaines comme le cancer, et comment l'exposition aux polluants environnementaux qui viennent affecter la signalisation hormonale sont impliqués dans le développement et la progression des cancers chez l'humain. Maryse Bouchard, je suis professeure à l'Institut national de la recherche scientifique à Laval. Moi, je fais de l'épidémiologie environnementale, donc je m'intéresse à essayer d'identifier et quantifier les risques pour la santé découlant de l'exposition à différents contaminants environnementaux. J'ai fait des études sur plusieurs types de contaminants, des métaux, des pesticides, des produits comme les parabènes ou encore des produits qu'on retrouve qui sont ajoutés comme retardateurs de flammes. Puis voilà, je suis vraiment contente d'être là aujourd'hui avec le beau panel. Merci de l'invitation. Merci beaucoup. Donc, comme je vous disais, l'idée, c'est d'y aller avec des questions. Je vais peut-être juste commencer pour dégeler la salle un petit peu, avec une question qui est assez générale. Depuis tout à l'heure, comme on disait, on parle de perturbateurs endocriniens. Vous avez tous entendu le terme. Est-ce que vous pouvez définir un petit peu dans vos mots qu'est-ce qu'on entend par un perturbateur endocrinien? La première personne qui se lève. Bon, vas-y, Étienne. Le système endocrinien, c'est le système des hormones qui permet de contrôler les actions de notre corps. Puis évidemment, un perturbateur endocrinien, c'est une molécule qui va venir affecter notre système hormonal. Il y a différents systèmes hormonaux et ça peut venir jouer à différents niveaux. Il y a un poster aussi en arrière qui est fun, juste pour dire la diversité des systèmes hormonaux. Il y a vraiment plusieurs systèmes hormonaux dans le corps. Il y a l'hypothalamus, donc ça va venir toucher, c'est dans le cerveau, la glande pinéale, l'hypophyse, la glande thyroïde. On sait tous l'importance des hormones thyroïdiennes. C'est en augmentation d'ailleurs, les problèmes d'hypothyroïdie, d'hyperthyroïdie dans la population. On voit de plus en plus de ces problèmes-là sans qu'on sache exactement qu'est-ce qui cause cette augmentation-là. Mais c'est sûr que quand on pense aux hormones, la première chose à laquelle on pense, je pense, c'est les hormones sexuelles, évidemment. Mais c'est pas que ça, c'est ce que je voulais dire. Puis juste peut-être pour ajouter au fait vous voyez, c'est un morse qu'on a derrière. Par contre, le système endocrinien est très conservé chez l'humain, chez les mammifères, chez les grenouilles, chez les poissons. Donc, on parle de système qui est assez général au niveau des animaux en général, finalement. Puis justement, on parle de perturbateurs endocriniens. Quel genre de produits on peut trouver? Où on les retrouve, ces perturbateurs endocriniens-là? Bon, on les retrouve
un peu partout. On en a tous en ce moment qui circulent dans notre sang, dans différents mélanges et différentes concentrations. À peu près, il n'y a pas beaucoup de substances chimiques que, quand on les teste dans tous les systèmes, ils n'ont pas un effet à un système endocrinien particulier. Donc, c'est pas mal l'ensemble des composés auxquels on est exposé qui peuvent, à une certaine dose, affecter soit les niveaux circulants d'hormones, soit en agissant au niveau de la synthèse ou de l'élimination des hormones, mais aussi en allant se lier à des récepteurs ou en bloquant les hormones qui ne peuvent pas aller se lier à leurs récepteurs. Donc, c'est quelque chose qui se passe dans nos corps en ce moment à différents niveaux en fonction de notre niveau d'exposition. Est-ce qu'on a des exemples concrets de produits qui pourraient contenir des perturbateurs endocriniens, par exemple? Jennifer, Oui, je le vois. Action Cancer du Sein, on fait beaucoup d'éducation par rapport aux perturbateurs endocriniens et on dit souvent qu'il faut repenser qu'est-ce qui constitue notre environnement. On passe 90% de notre temps à l'intérieur et à l'intérieur dans nos cuisines avec les casseroles qui contiennent une couche qui contiennent des PFAS qui peut être libérée de la casserole, dans nos meubles, des retardateurs de flamme, dans les sofas, dans les tapis et autres, dans les produits nettoyants, dans les produits pour les soins corporels, pour les cosmétiques. La liste est très longue où on en trouve et ça fait partie exactement, c'est le grand défi de limiter les expositions, c'est que ces substances, le BPA, vous allez entendre des mots, peut-être vous les connaissez déjà, les parabènes, les PFAS, etc., sont des molécules extrêmement utiles. Donc, c'est pour ça qu'ils sont utilisés à grande échelle dans toute une grande gamme de produits, et d'où le défi de contrôler notre exposition à toutes ces substances. Des questions aussi. Et n'hésitez pas, là, si vous avez des questions. L'idée, c'est de... Oui, madame. Notre première courageuse. Bonjour, m'appelle Céline. Oups, je pense qu'il n'est pas allumé. Je m'appelle Céline Mallet. Il faut que tu le tournes, Valérie. On va y arriver, inquiétez-vous pas. On va y arriver. Voilà. Merci. Bonjour, je m'appelle Céline Mallet. Je suis une dame rendue à l'âge de la ménopause. J'ai été consulter un grand reportage de Radio-Canada sur la beauté toxique et les produits chimiques. Et je suis tombée des nues. Et la compréhension que j'en avais, c'est que la moindre exposition soutenue à ces produits-là pourrait avoir un effet à long terme ou être provocateur de perturbations. Là, ce que j'entends, c'est qu'ils sont quand même utiles si on les garde à un dosage faible ou à des expositions isolées. C'est quand même tolérable dans notre société. Est-ce que c'est ça qu'on doit comprendre? Mon autre préoccupation, c'est que j'ai des petits-enfants et je constate que dans la société, on a hâte d'en faire des adultes. On les maquille de bonne heure, on leur met du vernis à ongles, on les expose tôt dans la vie à des produits qui peuvent peut-être avoir un effet néfaste. Est-ce que l'exposition précoce peut être nuisible dans leur développement? Voilà. Je pense que c'est peut-être Jennifer, Maryse, c'est pas mal dans vos cordes. Hein? Je vous laisse... Au niveau de qu'est-ce qu'on accepte en termes d'exposition, je dirais c'est une question fondamentale. Vous avez vraiment visé très juste un peu le cœur de la question. Moi, je ne peux pas répondre à la question de qu'est-ce qui est acceptable parce que les experts à côté de moi peuvent expliquer les problèmes de la réglementation par rapport aux perturbateurs endocriniens, c'est-à-dire qu'ils défient en quelque sorte la logique de notre système de réglementation. Et il est là le problème parce qu'une très petite dose, on dit souvent la dose fait le poison, et ce sont des substances qui peuvent être extrêmement néfastes à de très 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 petites doses et avoir peut-être moins d'effet à une exposition plus grande. Qu'est-ce qui est acceptable?
Je pense qu'on a un défi de société de réduire le plus possible l'exposition à travers toutes les substances. Et plus tard, je donnerai l'exemple de l'Europe et l'approche surtout de la France par rapport aux perturbateurs endocriniens, qui ont une approche vraiment très rigoureuse, une stratégie nationale, une approche avec un plan d'action. En fait, ils sont rendus à leur deuxième stratégie nationale. Donc, je ne dirais pas qu'au Canada, on est à ce niveau de préoccupation pour agir avec détermination pour limiter les expositions de manière systémique. Qu'est-ce qui est acceptable en termes de niveau d'exposition? Parce que madame aussi, peut-être par rapport à votre deuxième question sur, vous dites, les enfants, on veut qu'ils grandissent trop vite, on les maquille, on leur met du vernis. Je suis d'accord avec vous que oui, c'est un peu choquant. Est-ce vraiment nécessaire, premièrement? Là, parce que certains de ces produits sont effectivement utiles, mais il y a des cas comme ça où non, on peut très bien s'en passer. Puis, oui, vous avez raison de vous inquiéter particulièrement de l'effet de ces produits-là chez les jeunes enfants, parce que chez les enfants, en fait, il y a toutes sortes de cascades métaboliques, de systèmes physiologiques qui sont en train de se mettre en place, où justement la signalisation hormonale, si elle est perturbée par un contaminant, ça peut avoir des conséquences particulièrement marquées à ce stade-là de développement. Donc, il me semble qu'on devrait être particulièrement prudent quand il est question de produits qui sont destinés aux enfants. Peut-être juste pour complémenter, c'est ça, je suis tout à fait d'accord, et c'est vraiment... Il faut faire beaucoup plus attention aux enfants, aux femmes enceintes, parce que c'est là qu'ils vont être le plus fragiles et sensibles à ces perturbateurs-là, de par l'action des hormones dans le développement et la croissance de l'organisme. Donc, plus les êtres humains sont jeunes, plus il va falloir faire attention et mettre en place des systèmes de régulation qui vont venir les protéger par rapport à l'exposition à long terme. Et même chez la femme enceinte. Les femmes enceintes aussi devraient faire particulièrement attention de ne pas trop s'exposer, parce que, ben voilà, c'est commencé déjà, il est là, le bébé. Donc, Marc-André? C'est sûr que la question de l'exposition versus l'utilité, on a parlé de poêle anti-adhésive. Tout le monde aimerait ça que l'œuf coule de la poêle anti-adhésive à la fin de la cuisson, mais ça demande des produits chimiques. Est-ce qu'il y a moyen d'avoir un produit chimique qui est non toxique qui fait cet effet-là? Possiblement. Pour l'instant, on n'en a probablement pas trouvé parce qu'on se rend compte que ce qu'on a utilisé, c'est toxique. Donc, c'est toujours de trouver le juste milieu entre conserver la qualité de vie des gens, donc leur donner accès à des produits de consommation qui sont utiles et efficaces, tout en limitant l'exposition des molécules qui sont toxiques. Puis, dans certains cas, se poser la question, est-ce que c'est essentiel? Est-ce que c'est essentiel de maquiller des enfants? Certains usages de molécules, on a parlé de PFAS, on se pose la question, est-ce que c'est vraiment important que justement un maquillage résiste à l'eau? Puis on utilise des PFAS pour que le mascara reste là, mais est-ce que c'est vraiment nécessaire? Probablement que la réponse est non à plusieurs de ces questions-là. Ça, c'est une autre façon de réduire l'exposition. Peut-être, je vais ajouter, je prends mon côté chercheur ici, un peu ajouter sur ce que Jennifer a parlé. Dans le fond, la législation présentement, comment il fonctionne au niveau des produits chimiques, c'est ce qu'on appelle la dose fait l'effet. C'est-à-dire que pendant des années, ce qu'on faisait, c'est qu'on donne des doses croissantes d'un certain produit, par exemple à des souris, à des rats, quand on observe les effets, c'est à ce moment-là qu'on dit, bon, cette dose-là, elle est toxique. On fait des calculs savants pour dire comment ça se compare chez l'humain, et la législation est faite en fonction de cette dose-là qu'on a observée. Ce qu'on observe dans les perturbateurs endocriniens, c'est qu'effectivement, si on fait cette escalation-là, on va trouver une dose à laquelle le produit est toxique, puis la législation, elle est faite présentement, mais ce qu'on se rend compte de plus en plus, c'est qu'à des faibles doses, on peut observer des effets, surtout comme Madame disait, quand l'exposition elle est constante. Donc, le corps va réagir différemment. Les effets vont être moins toxiques, mais peuvent avoir plus des effets à long terme sur la façon que nos corps réagissent. Donc, c'est pour ça que la législation, présentement, elle n'est pas tout à fait adéquate. Et l'autre chose, c'est qu'on réglemente un produit à la fois. Mais dans la vie de tous les jours, on est exposé à une multitude de produits. Donc, on a du travail à faire à ce niveau-là.
Est-ce qu'il y a d'autres questions qui... Oui, madame, ici. Bonjour. J'aurais 3 questions, si je m'en rappelle d'ici là. Je me demandais, ce serait quoi, mettons, les sources les plus alarmantes de perturbateurs endocriniens? Je me demandais aussi quel changement dans notre vie qu'on peut apporter puis qui aurait le plus d'impact. Mettons qu'on fait 2-3 changements, c'est lesquels qui seraient les plus utiles. Puis je me demandais aussi s'il y a une source fiable avec une liste de tous ces perturbateurs endocriniens-là, puis sous tous les noms sous lesquels ils se retrouvent, là, dans les listes d'ingrédients et tout ça. Bien, je vais déjà vous référer. On a un beau roll-up que vous pourrez aller voir tout à l'heure, où est-ce qu'on a mis justement quelques oui, the price is right. Quelques exemples un peu de choses au quotidien. Sur le site du CIAP aussi, vous allez retrouver une liste, mais là, je vous laisse répondre, c'est vous autres les spécialistes. Les sources sont vraiment partout. Là, il y en a dans le café. Là. Désolé, juste avant la gorgée. Il y en a dans l'eau potable, peu importe ce que... il y en a dans l'air, il y en a dans ce qu'on mange, il y en a dans nos produits. Puis, lesquels sont les plus préoccupants? Il n'y a pas de réponse simple à ça. C'est difficile de les classer comme étant plus importants un composé que l'autre, parce que peut-être qu'un composé va être plus important au niveau estrogénique, l'autre va être plus important au niveau androgénique. Un composé va être plus important pour les enfants que pour les adultes. Donc, il n'y a pas de source particulière. C'est sûr que la source, pour moi, qui est la plus préoccupante, c'est celle, justement, qui est non essentielle. Donc, c'est celle sur laquelle on a vraiment un potentiel d'action. L'eau potable, c'est plus dur. Il faut en boire, puis filtrer l'eau, c'est pas donné à tout le monde, puis c'est pas tous les systèmes qui filtrent tout. Mais quand on a la possibilité entre boire de l'eau dans une bouteille en plastique versus un verre, si on a à se maquiller plus ou moins, ou si on a... Il y a plus, ça, pour moi, c'est les sources les plus importantes, celles sur lesquelles on a un pouvoir. Moi, j'ajouterais que c'est ça. C'est vraiment, on peut, dans nos décisions, c'est ça d'y aller avec, bon, qu'est-ce qui n'est pas essentiel? Pour moi, tout ce qui est fragrance, là, il y a tellement de produits de tous les jours là, que ça contient des fragrances, alors qu'il y a des versions, que ce soit même des produits nettoyants, on n'a pas besoin de ça. Là, donc, moi, je pense qu'on peut déjà, si on bannit tout ce qui est fragrance, c'est habituellement des substances qui ont définitivement une action de perturbation endocrinienne, puis moi je commencerai par ça, puis le deuxième, puis je m'excuse après ça, les conserves, quand même le BPA, ça a été remplacé peut-être par un autre type de bisphénol, qui est probablement autant estrogénique. Ça c'est quand même aussi une source importante. Je pense que même les interventions qui ont montré que si on mangeait moins d'aliments en conserve, nos concentrations, notre charge corporelle diminuait. Là. Donc bon, si j'avais à dire, mais il y en a tellement, c'est un peu partout. Peut-être avant la question, c'est juste en complément, peut-être, c'est ça, c'est faire attention surtout à ce que vous mettez sur votre corps, puis ce que vous ingérez aussi beaucoup. Il y a façon, par exemple, beaucoup des fois, ça va venir des conserves ou des plastiques, peut-être avoir des contenants alimentaires qui vont être un peu moins problématiques. Par exemple, laver vos fruits et légumes avant de les consommer. Donc, c'est des petits gestes apportés au jour le jour qui vont simplement diminuer ce que vous mettez sur vous et ce que vous ingérez. Ça va aider à diminuer votre charge, finalement, là, de manière quand même qui peut être assez simple au final. Là. Juste peut-être pour complémenter, le café scientifique du printemps portera sur produits de remplacement, pistes de solutions et des choses comme ça. Donc peut-être que ça pourrait vous intéresser à ce moment-là. Oui, bonjour. Ma question, c'était, est-ce qu'il existe une certification, ou est-ce que si j'achète des produits biologiques ou écologiques, est-ce que c'est un gage qu'il n'y a pas de perturbateurs là-dedans? Non? OK. Oui. Non. Oui, vas-y. Si on parle d'aliments, de fruits et légumes bio, ça... Non, ça pas nécessairement. Mais le bio, quand même, si on parle des fruits et légumes bio, parce qu'il y a beaucoup de pesticides qui sont des perturbateurs endocriniens. Puis quand même, quand on parle de produits bio, je pense qu'effectivement, ils sont exempts. Il y a certains biopesticides qui ont le droit d'être utilisés, mais à ma connaissance,
les quelques substances qui sont permises en agriculture bio n'ont pas d'action androgénique, donc on se protège là, quand on consomme du bio. Oui, allô, je m'introduis. J'avais une question. On parle d'exposition, on parle des mécanismes d'action des perturbateurs endocriniens. Est-ce qu'on a une idée du temps de résidence? Je pense que je suis dans le speaker, excusez. Est-ce qu'on a une idée du temps de résidence des perturbateurs endocriniens dans le corps humain ou dans un modèle animal? Est-ce qu'il y a une vitesse d'élimination qui fait en sorte... Parce que je veux dire, si on est exposé à tous les jours, on n'est clairement pas tous morts là, en ce moment. Donc je me demande juste à quel point est-ce que c'est éliminé rapidement, pas rapidement, ça doit dépendre du composé aussi qu'on ingère, qu'on est exposé. Oui. Ben, la demi-vie, ce qu'on utilise comme mesure du temps que ça prend pour une concentration sanguine de diminuer de moitié après l'exposition, ça varie de quelques heures pour les bisphénols A, par exemple. On parle de 5-6 heures de demi-vie. Puis ça va jusqu'à une quinzaine d'années pour certains biphényles polychlorés, certains, les BPC, de leur petit nom qui est mieux connu, ou les retardateurs de flamme comme les PBDE, les PFAS. Aussi, là, on peut parler d'années en fonction du composé. Donc, c'est pas parce qu'il y a une courte demi-vie, justement, que l'exposition n'est pas importante si on est exposé de façon soutenue. Mais pour certains composés, on peut être exposé une fois, puis on va traîner ça pendant des années. Si on est exposé de façon continue, au lieu de conserver une concentration sanguine stable, ça va augmenter pendant toute notre vie. Donc, tout ce qui est polluant organique persistant, comme les PFAS, BPC, DDT, banni depuis les années 70, mais tout le monde a le métabolite du DDT, le DDE, dans son sang en ce moment détectable. Donc, c'est ça, il y a certaines de ces molécules-là on a de la difficulté à s'en débarrasser. Oui, madame. Bonjour. Vous avez nommé ici les molécules qui sont la plupart du temps la structure cyclique. Mon question, je suis venue avec cette question qui me préoccupe beaucoup. Est-ce que certaines vitamines qui sont cette structure-là, comme par exemple la vitamine D et les structures cycliques, est-ce qu'il peut être perturbateur endocrinien? Parce que j'ai rendu compte qu'ici sur le marché, on trouve vraiment pratiquement pas le lait sans vitamine D ajoutée. J'aimerais bien attendre les réponses pour être sûr de ce que j'achète. Merci. Je peux peut-être y aller, vous me compléterez. J'aurais tendance à dire pour la vitamine D, c'est une autre molécule qui est quand même bien conservée dans l'organisme puis pour laquelle la signalisation est assez spécifique. Donc, je n'aurais pas trop de crainte à ce niveau-là, personnellement. C'est sous toute réserve. Je sors de mon champ d'expertise, mais je serais assez confiant pour la vitamine D. Les cycles dans les molécules, pourquoi souvent on va retrouver des cycles dans les perturbateurs endocriniens, c'est que il y a beaucoup des hormones qui ont des parties cycliques, des phénols. Donc, oui, c'est ça, ici, on a, ça doit être un genre de pyrène, c'est pas le benzoapyrène, mais oui, c'est ça, des groupements phénols. Bon, ça, on tombe dans de la chimie, là, mais c'est que ça va être capable d'aller se placer dans les récepteurs à la même place que les hormones. Il y avait une autre question. Est-ce qu'il y a des réalités individuelles? Est-ce qu'il y a des gens qui peuvent être beaucoup plus sensibles que d'autres à une faible exposition et se voir déclencher des réactions qui vont conduire vers des problèmes de santé, et pour d'autres, être pas galvanisés, là, mais un petit peu plus à l'abri des perturbations. Je sais que quand on prend de l'alcool et qu'on est costaud, on la tolère plus longtemps que quand on a ma stature à moi. Est-ce que c'est pareil l'exposition aux produits, aux perturbateurs endocriniens? Peut-être pour le cancer du sein, vu qu'il y a des facteurs. Moi, si quelqu'un d'autre veut aller, moi je vois la question un peu d'un autre angle. Moi, je ne peux pas parler en termes de je peux résistance. Commencer, puis oui, vas-y.
Je commencerai par dire, il faut comprendre aussi que le corps humain a quand même un système de détoxification des composés auxquels on est exposé. Donc, on n'est pas nu face à l'environnement non plus. On a un système qui permet de détoxifier la plupart des molécules auxquelles on est exposé, incluant l'alcool. Et c'est pour ça qu'il y a des variations. Ce système-là ne marche pas de la même façon chez tout le monde. Donc, il y a des variations aussi de comment on est sensible ou pas à certaines molécules. Et on est différent aussi d'une personne à l'autre dans notre signalisation hormonale. Selon quel composé auquel on va être exposé, disons le BPA qui va aller voir, peut-être plus toucher la signalisation des estrogènes. Ce n'est pas toutes les femmes qui ont les mêmes niveaux d'estrogènes ou qui sont aussi sensibles aux estrogènes que d'autres. Et ça va expliquer en partie aussi pourquoi certaines personnes vont être plus sensibles que d'autres. On parlait aussi d'inéquité sociale, par exemple, et donc certaines populations vulnérables peuvent être aussi plus sensibles, disons dans un contexte où des personnes de différentes d'origine ethnique, par exemple. Aussi, les niveaux d'hormones ne sont pas les mêmes, la sensibilité hormonale va être différente, et donc la réponse aussi à ces molécules hormonales-là va être distincte aussi. Une des maladies qu'on sait pouvoir être précipitée par l'exposition aux estrogènes, c'est le cancer du sein. Mais on n'est pas toutes aussi prédisposées les unes que les autres au cancer du sein. Il y a des prédispositions génétiques. Donc, je pense qu'il y a probablement des groupes de femmes qui ont ces prédispositions génétiques. Et chez ces dernières, si elles sont exposées aussi à des molécules estrogéniques, on peut imaginer qu'il y aurait un accroissement du risque qui serait plus important pour elles, donc quand ça vient s'ajouter aux gènes. Exact, c'est très bien dit. Mais il y a un autre élément que je pense à ajouter, c'est la question de la justice ou l'injustice sociale, dans le sens où il y a des populations, en plus d'avoir peut-être des prédispositions différentes, ont une exposition différente à cause de leur situation sociale ou les injustices sociales. Si on pense à des personnes racisées qui risquent d'avoir d'abord des emplois, par exemple dans la production, où ces personnes sont exposées à des niveaux très élevés à des substances toxiques et notamment des perturbateurs endocriniens. On peut penser à des travailleuses dans les salons d'ongles en particulier. Si jamais vous avez passé devant un petit salon d'ongles et vous sentez la soupe chimique qui sort du salon, c'est les effets sur la santé de ces femmes. Et on voit les effets très rapidement, ce qui est vraiment atypique par rapport aux expositions. Normalement, c'est sur vraiment le long terme qu'on voit des résultats, des effets. Mais alors par le travail, par les communautés où les personnes habitent sous le vent des usines ou d'autres, on a vu à Rouen, à Limoilou, à la porte avec la problématique du port de Québec et d'autres endroits, par les produits qui leur sont destinés, par la nourriture qui est moins, c'est certainement pas biologique. Et alors toute la combinaison, ils ont, à cause des injustices sociales, finalement, une exposition beaucoup plus élevée à une plus grande gamme de substances toxiques et de perturbateurs endocriniens. Oui. Oui, bonjour. Je voudrais savoir jusqu'à quel point les études chez les amphibiens peuvent être utiles dans un modèle animal. Je pense entre autres à la femme qui est enceinte versus le petit fœtus là, qui est dans le liquide amniotique. Val, est-ce que tu veux prendre le repos? Excusez, je riais parce que c'est ça ma spécialité. Mais viens peut-être en avant parce que tu n'es pas dans la caméra. Fais répondre. Tu veux que je réponde? C'est effectivement la spécialité de Valérie qui travaille en écotoxicologie, donc qui utilise des modèles de poissons, de grenouilles et un peu tout ça pour voir les effets des perturbateurs endocriniens. Comme on le disait tout à l'heure, entre les espèces, le système endocrinien est quand même assez bien conservé. Donc, ça semble dire justement que ce qu'on voit chez ces espèces-là sont très fortement, probablement, je ne veux pas trop dire de superlatif, là, mais présentes aussi au niveau de l'humain. D'ailleurs, donc, c'est des mécanismes qui sont assez bien conservés, donc la similitude est quand même assez grande, donc les données sont quand même assez probantes. Val, si je peux juste compléter, oui, là, ça nous aide aussi à les reconnaître. Là. On peut faire déjà un tri
avec des études, par exemple, chez d'autres espèces animales que l'humain, parce qu'on s'entend qu'il y a une soupe chimique. Alors, on ne peut pas tester tout chez le rat, la souris. Bon, il faut quand même faire des études un petit peu. Donc, de savoir, lorsque les amphibiens dans l'environnement, par exemple, deviennent féminisés, bien là, après ça nous permet de savoir, quel était le contaminant dans la soupe qui a fait la féminisation de cette population-là. Après ça, ça peut nous permettre de constater chez des modèles de vertébrés plus évolués si on voit aussi des réponses qui sont similaires. En fait, dans la construction des connaissances, en tout cas, je veux juste dire que les études qui proviennent des observations dans la faune ont été absolument cruciales. En fait, c'est vraiment comme ça qu'on a découvert qu'il y avait des substances qui étaient des perturbateurs endocriniens. Quand on a réalisé certaines situations, certaines altérations de santé chez... ça a commencé, un des premiers, il y avait des alligators en Californie dans des zones hyper polluées. Puis on a fait des zoologistes ont observé que ces alligators avaient des micro-pénis. Donc, et c'était l'exposition à certains contaminants qui avaient complètement perturbé leur développement anatomique et notamment donc, le développement de ces organes-là. Sinon aussi, il y a les piliers à tête blanche, qui est le symbole américain, qui en fait, on a vu leur population s'effondrer. Et c'était à cause que c'était la faute du DDT, qui est un pesticide qui a été utilisé énormément jusque dans les années 70. Et ce pesticide-là, ce qu'il faisait, c'est qu'il venait jouer, je pense, sur la signalisation cellulaire, le calcium. Et alors, les coquilles, finalement, ne résistaient pas lors de la couve. La femelle couvant ses œufs, en fait, les écrasait. Donc, c'est ça, la population s'est effondrée. Et je peux dire presque heureusement, étant donné que c'est un symbole américain, ça a vraiment fait réagir les politiques. Puis il y a des mesures qui ont été mises en place, notamment le protocole de Stockholm, qui est un protocole international où vraiment tous les pays se sont mis ensemble pour dire qu'il faut agir pour bannir ces substances qui s'accumulent dans l'environnement puis qui affectent. Donc, mais au départ, les premières observations, c'était vraiment dans la faune qu'on les voyait où c'était le plus évident. Peut-être juste pour compléter, non, tout à fait, mais aussi des fois d'un point de vue scientifique, on va utiliser différents modèles, différents organismes, des grenouilles, des souris, des rats, ça peut être des mammifères aussi plus gros. Et pour la communauté scientifique, c'est important d'avoir cette diversité de modèles-là. Plus on accumule l'évidence qu'une molécule est toxique dans différents animaux, mais plus ça risque de se transposer aussi à l'être humain. Et ces différents modèles-là ont souvent leur force aussi pour nous apprendre pour aller plus rapidement en recherche, par exemple, et avoir des questions spécifiques avant de passer à un modèle qui est plus complexe, qui prend plus de temps. Donc, ces différents modèles-là, tous mis ensemble, nous permettent de vraiment mieux comprendre les mécanismes d'action et d'après ça, amener des propositions pour légiférer, par exemple. C'est bon? OK. On a parlé, justement, on voulait parler un petit peu de justice sociale, de réglementation. Peut-être, Jennifer, tu parlais tout à l'heure au niveau de la communauté européenne, les mesures qui sont mises en place. Oui, Ce qui est intéressant, c'est ce qui se passe en Europe par rapport aux perturbateurs endocriniens. Et c'est vraiment la France qui a mené la lutte. Et je ne sais pas pourquoi ça a émergé en France, je ne sais pas si les collègues connaissent l'histoire, mais en 2014, je sais qu'il y avait des mouvements sociaux. Il y a un réseau Environnement Santé qui a joué un rôle clé dans la sensibilisation des politiciens, entre autres. Et en 2014, ils ont élaboré une première stratégie nationale sur les perturbateurs endocriniens. Vraiment une stratégie très bien élaborée avec 3 grands axes, informer et former, je ne m'en souviens plus des autres, agir et recherche. Et chaque axe avait des volets et des volets il y avait des actions très concrètes. Alors, entre autres choses, ils ont priorisé un peu leur plan d'attaque pour réduire l'exposition aux perturbateurs endocriniens. Et dans la première stratégie, une des choses qui était en haut de la liste, c'était de bannir le BPA dans le papier thermique. Ils jugeaient que le BPA était vraiment une substance extrêmement problématique à plusieurs égards en termes de ses effets sur la santé, et que le papier thermique qu'on a avec les caisses, c'est le papier qui sort lorsqu'on nous donne un reçu, est
je ne sais pas exactement si c'est imbibé ou en tout cas c'est couvert, ça fait la réaction chimique qui fait apparaître les lettres. Et que de faire en sorte qu'il n'y avait plus de BPA dans le papier, parce que tout le monde, au cours de la journée, manipule ce papier, que c'était une source qu'on pouvait facilement enlever, bannir, et on allait réduire de manière importante une exposition qu'on jugeait prioritaire. Ce qui est arrivé, c'est qu'il faut comprendre qu'il s'agit d'énormes marchés, des milliards de dollars. L'industrie ne laisse pas faire quelque chose. L'industrie est revenue avec le BPS. Et 60% du papier thermique maintenant en Europe, ça a été banni. En fait, non seulement la France a réussi à le faire, ça a été banni dans le papier thermique à travers l'Europe en 2020, je crois. Maintenant, ça a été remplacé par le BPS, qui est aussi problématique que le BPA. Alors, ça s'appelle un remplacement regrettable, et c'est un remplacement massivement regrettable. Mais quand même, la France est rendue à sa deuxième stratégie nationale contre les perturbateurs endocriniens, et il y a une conscientisation qui a été faite en Europe par rapport au PE. Je ne sais pas pourquoi et comment, mais qu'on n'a pas en Amérique du Nord, ni aux États-Unis, ni au Canada. Et il va falloir il y a également en France toute une mobilisation pour des villes et des territoires sans perturbateurs endocriniens. Il y a une charte. Et plus de 100 villes ont signé la charte pour être villes sans perturbateurs endocriniens. Paris a signé, notamment toutes les grandes villes en France. On en parle. Si vous voulez de l'information, vous pouvez aller sur YouTube. Vous allez trouver vraiment beaucoup d'informations en français sur les PE, mais ça vient de la France. Et c'est dans les médias, vous allez trouver des articles de journaux. Alors, c'est pour dire qu'on peut agir. On a des modèles des pays et évidemment, il y a un système de réglementation des substances toxiques différent en Europe. C'est beaucoup plus proactif. Il faut avoir des données sur des substances avant d'avoir l'autorisation pour utiliser des nouvelles substances. C'est très différent. C'est pas parfait. Les lobbies des industries sont extrêmement forts tant en Europe qu'en Amérique du Nord, mais quand même, il y a une volonté de s'attaquer à la problématique. La problématique est vue comme une problématique de santé humaine et de l'environnement qu'on prend vraiment au sérieux et on se donne les moyens pour s'y attaquer. Donc, il y a de l'espoir. On peut faire mieux au Canada, mais il s'agit, je pense, qu'il va falloir qu'il y a des événements pour ça, pour parler publiquement, que le public soit sensibilisé et qu'on commence à exiger de nos élus qu'ils fassent mieux en termes d'exposition aux substances toxiques. Merci. On a une question en ligne, donc Kimberly va nous la lire. Yeah, merci beaucoup à la personne en ligne. Oui, la question, c'est, je pense que ça peut revenir un peu à ce qu'on a peut-être parlé au départ, concernant à notre exposition, à qu'est-ce qu'on peut utiliser au quotidien. Mais depuis des années, on voit des nouveaux appareils là, qui sortent sur le marché, des appareils de cuisine. Là, mettons le fameux air fryer, la cuisine à air, des trucs comme ça, où la manière que c'est fabriqué peut-être peut avoir un peu comme les pôles anti-adhésifs, des composés qui sont néfastes. Est-ce que, bon, je sais que vous n'avez pas travaillé sur le air fryer en tant que tel, là, mais est-ce que vous avez une idée si ça augmente notre exposition d'une certaine manière? Est-ce que c'est, entre guillemets, dangereux? Est-ce que notre utilisation quotidienne qui est quand même peut-être 2-3 fois par jour au quotidien? Ouais. Ben, non, vas-y. Dans le fond, ça, c'est une question qui revient souvent, qu'est-ce que moi je peux faire? Qu'est-ce qui est dans ma maison qui fait en sorte que je suis plus exposé? Puis je pense que souvent, c'est pas la bonne question à poser. Pas que la question est mauvaise, mais c'est que agir au niveau individuel, ça a été démontré comme étant la chose la plus inefficace pour réduire l'exposition. Donc, quand on veut réduire l'exposition, il faut vraiment agir au niveau de la réglementation, au niveau de la fabrication. Il faut accompagner les fabricants pour qu'ils fassent des produits qui sont moins toxiques. Souvent, ça veut dire plus de R&D, ça coûte plus cher. Ils sont plus réfractaires, mais
La meilleure façon de s'assurer de ne pas être exposé, c'est de faire de la pression sur les dirigeants pour qu'il y ait de la réglementation en place, parce que les méthodes les plus efficaces sont vraiment au niveau de la communauté. Quand on a un problème dans l'eau potable, on ne dit pas aux gens, mais achetez-vous un filtre chacun chez vous. L'idéal, c'est vraiment d'aller traiter l'eau de la municipalité au complet pour s'assurer qu'on réduit l'exposition de façon équitable dans la population. Donc, les air fryers, probablement qu'il y a des choses, souvent les produits construits ailleurs échappent un peu à la réglementation sur les produits chimiques, donc vont se retrouver sur les tablettes, on les utilise. J'en ai pas chez moi, là, mais il doit y avoir des enduits qui empêchent les patates de coller. Tout ce qui est anti-adhésif, souvent, ça va être... c'est des produits chimiques. Donc, oui, il y a probablement une exposition, mais est-ce que vraiment ça a un impact sur l'exposition globale de la personne? Peut-être que oui, peut-être que non. On n'a pas de données sur chacun des produits, malheureusement. Donc, c'est vraiment d'aller en amont et de dire, on ne veut pas être exposé à ces produits-là. Est-ce qu'il y aurait une façon de faire en sorte qu'on n'ait pas besoin de se casser la tête, tout le monde, à savoir, est-ce que je peux acheter ce produit-là? Est-ce que ce produit-là il est mieux? On ne peut pas demander à tout le monde dans la population d'avoir un doctorat en chimie, là, moi, j'en ai pas, puis j'arrive à l'épicerie, puis je suis devant le même étalage que tout le monde, puis pour la plupart des produits, je ne sais pas qu'est-ce qui est mieux. Donc, on ne peut pas mettre la responsabilité sur les gens. Il y avait une question à l'arrière. Oui, je me demandais, j'en profite là que vous parliez d'échelle individuelle, pour savoir, il me semble que dans le domaine, c'est aussi, il y a des évidences, c'est connu qu'il y a certains perturbateurs endocriniens qui peuvent agir sur plusieurs générations. Mettons, une personne est exposée, puis mettons, c'est une femme enceinte, puis les gonades du fœtus qu'elle porte vont être exposées. Fait que là, on passe déjà à 3 générations. Fait que dans ce contexte-là, où c'est encore académique, à quel point que ces données-là sont présentes, disponibles pour les décidants pour agir à ce niveau-là, ou est-ce qu'on est encore dans la sphère politique à réglementer pour des échelles individuelles plutôt que collectives, puisque là, il me semble que ça prend des proportions des échelles très différentes. C'est quelqu'un qui veut se lancer? Les données dans le multigénérationnel, je pense que c'est toi, peut-être Isabelle, qui l'a mieux placé. En fait, effectivement, souvent, quand on parle des individus qui sont exposés, quelqu'un qui était exposé à l'âge adulte, effectivement, c'est la personne qui est exposée. On embarque dans cette problématique-là de transgénérationnel souvent quand on regarde plus justement au niveau de la femme enceinte, parce que là, on a la femme enceinte qui elle-même est exposée, le fœtus est exposé, mais le fœtus est aussi en train de préparer ses gonades, donc les ovaires ou les testicules pour l'homme. Donc, on a 3 générations qui sont exposées quand on regarde ça. Puis effectivement, il y a de plus en plus d'études qui démontrent que justement cette exposition-là, il y a des études qui ont été faites entre autres avec des rats ou des souris, où est-ce qu'on a exposé la femelle enceinte et on regarde sur la 3e ou la 4e génération. Donc la 3e génération a été exposée in utero parce qu'elle est présente dans les gonades en formation, et la 4e génération, c'est celle qui n'a jamais été exposée. Puis effectivement, on commence à avoir des évidences qu'il y a des effets transgénérationnels, c'est-à-dire que les effets vont se passer de la mère au fœtus, du fœtus à ses gonades, mais même la prochaine génération va être affectée, même si cette génération-là n'a jamais vu du produit en question. On s'entend que c'est des études qui sont très difficiles à faire chez l'humain, voire impossibles. Donc, c'est vraiment des évidences présentement qu'on a chez les animaux. Mais ça commence à être de plus en plus documenté, là. Puis en fait, sans vouloir rentrer trop dans la biologie, c'est ce qu'on comprend, c'est que dans le fond, dans le fœtus en formation, dans les cellules en formation, il y a une programmation qui s'établit déjà dès la vie fœtale. Donc, c'est cette programmation-là qui serait perturbée par les perturbateurs endocriniens et le changement de programmation serait transmis à la génération suivante. Et de plus en plus, on essaie de sortir ces études-là. Il faut comprendre aussi que même en laboratoire, ces études-là sont difficiles parce que c'est des études qui coûtent très cher. Il faut garder les animaux sur plusieurs générations, faire beaucoup d'animaux parce qu'on veut les reproduire ensemble. Donc, c'est des études qui sont très, très
coûteuses. Donc, il n'y en a pas énormément, mais on commence à voir ce genre d'évidence-là. Il y avait madame ici qui avait une question. C'est Céline comme Céline Dion. Je me questionne à comment on peut arriver en société à mettre des mécaniques en place pour informer et aider à mieux jauger du bon choix à faire. Je suis allée en Europe cet été. Quand on achète un aliment, il y a la catégorie ABCDE. Fait que vous savez, si vous achetez du E, ça ressemble à du junk food. Puis si vous achetez du A, vous avez une meilleure qualité alimentaire. Je suis allée en Hollande. J'ai été étonnée de voir des secteurs géographiques où les véhicules à haute exposition de GES et toxiques sont interdites dans ce secteur-là. On ne peut pas rentrer là si on a des gros véhicules polluants parce qu'on protège la population. On sait ici que le glyphosate est comme sur la sellette. On n'arrive pas à le contrôler, à réduire sa vente, son utilisation. On le retrouve un peu partout sur les terres agricoles. Comment on peut faire comme population pour avoir des mécaniques en place où on se dit ça, bien, si tu fais le choix, tu es conséquent, tu en mets dans ton champ, bien, tes produits vont en avoir, puis ils vont en avoir dans les farines, ils vont en avoir ailleurs. Qu'est-ce qu'on peut faire comme population? Une excellente question. Jennifer, peut-être? Oui. Moi, je suis d'accord avec l'idée qu'il faut agir au niveau de la réglementation pour toute la société. Mais c'est intéressant de savoir aussi, mais il y a plusieurs niveaux où on peut intervenir. Les substances toxiques sont réglementées par la loi canadienne sur la protection de l'environnement, mais c'est substance par substance. Et on se trouve où on est dans une bataille pour mieux réglementer une substance et parfois une substance dans un produit. Et ça n'a vraiment pas de sens. Et il va falloir qu'on se donne quelque chose comme la stratégie de la France pour se donner un chantier sur les PE avec un ordre de priorité. Mais on peut intervenir d'une autre manière, par exemple au niveau municipal, avec les terrains synthétiques qui sont composés de substances extrêmement problématiques, notamment les PFAS. Et les PFAS, parce qu'ils durent, on est dans une question, mes collègues peuvent mieux expliquer, dans quelque chose qui ne biodégrade pour des millénaires. On est 500 ans. Ça reste toxique quasiment pour l'éternité, ou en tout cas en termes pour les êtres humains. Alors de bannir, par exemple, des terrains synthétiques ou imposer qu'il faut autre chose, il faut trouver d'autres solutions. Mais intervenir à des niveaux où on a vraiment des impacts sur l'environnement, de grands impacts, identifier l'ordre des priorités pour réduire, c'est ça, de bien établir les priorités pour protéger l'environnement et protéger la santé humaine. Pour donner un exemple, le triclosan, la substance antibactérienne qui, au début des années 2000, était dans tout. C'est une substance qui augmente la résistance antibactérienne, a des effets de perturbation endocrinienne et est écotoxique. Dans l'eau, ça se biodégrade dans des substances encore vraiment toxiques. Alors pour ces raisons, ça a été très rapidement identifié par des États aux États-Unis qui voyaient dans leur cours d'eau vraiment un problème avec cette substance, et ça a commencé étape par étape de le bannir dans les savons et dans certains produits où ils pouvaient éliminer d'un coup une exposition importante à une substance à la fois problématique pour la santé humaine et très problématique pour l'environnement. Alors il faut trouver, et puis finalement ça a été banni par des EPA aux États-Unis, à travers les États-Unis, banni en Europe, pas banni au Canada, mais ça c'est une autre question. Alors c'est de ça, d'identifier qu'est-ce qu'on peut vraiment avoir un impact majeur. Mais il faut savoir que les industries qui produisent ces substances vont revenir avec d'autres. Maintenant, vous savez où les industries ont perdu leur marché, ça revient
dans les vêtements. Il y a toute une problématique de vêtements, de trouver par la suite, on trouvait le triclosan, des vêtements antibactériens, des pantalons, des chaussettes, toutes sortes de choses, les PFAS dans certains vêtements. Le BPA, je viens de lire un article scientifique sur le BPA dans les vêtements. C'est très, très, très difficile, mais en même temps, avec la volonté, je veux dire en Europe, quand le BPA a été remplacé par le BPS dans le papier thermique, les gouvernements reviennent, ils vont trouver une autre stratégie pour bannir les bisphénols finalement dans le papier thermique et obliger les commerçants de trouver autre chose. Alors, on ne va jamais trouver la solution une fois pour toutes, mais on peut faire beaucoup mieux et on peut vraiment cibler les interventions qui ont le plus grand impact. Et c'est ça qui, je pense que ça va être l'approche, mais il faut que ça passe par la réglementation. Je pense qu'en tant que citoyen, on peut faire des pressions citoyennes aussi pour nos gouvernements, puis c'est peut-être une action. Le temps file déjà beaucoup. Je vais peut-être vous laisser la parole, peut-être 2 minutes chacun, pour terminer, pour un petit mot de conclusion, peut-être amener un point auquel on n'a pas discuté, si vous voulez. Si vous n'êtes pas obligé non plus, mais oui. Peut-être pour continuer sur la dernière question, c'est ça, je pense que c'est important de marteler le message aussi au niveau de nos élus puis de la politique. Si on veut qu'il y ait des changements de réglementation, qu'il y ait une stratégie nationale qui soit mise en place, il faut que le message se rende aux politiciens parce que c'est là, après ça, que les changements vont pouvoir être faits. C'est comme au niveau de la protection de l'environnement puis qu'on veut limiter les gaz à effet de serre, il faut que le message se rende jusqu'à nos politiciens qui comprennent que c'est un enjeu national et là qu'ils mettent en place les outils qu'on a besoin pour réellement changer les choses. Donc c'est avec les élus, avec les députés qu'on va pouvoir commencer, à force de marteler le message, aider à amener la société à évoluer vers le mieux. Moi, je pense qu'une des choses qui ferait le plus de différence, c'était comme si en Europe, on adoptait le principe de précaution. Il faut savoir qu'ici, en Amérique du Nord, ce n'est pas le cas. Donc, le principe de précaution, ça ne veut pas dire tout bannir dès qu'on a une inquiétude, mais c'est devant la possibilité d'effets importants et non réversibles, pas attendre d'avoir toutes les preuves scientifiques. Donc ça, je pense que ça serait presque un changement philosophique, mais qui a des applications bien concrètes, puis je pense que ça changerait beaucoup les choses. On vient d'avoir une actualisation de la loi canadienne sur la protection de l'environnement en ce qui concerne la réglementation. Maintenant, ça peut avoir de très bons effets, vraiment, mais ça dépend de la mise en application, la mise en œuvre de cette loi. Tout dépend de la mise en œuvre d'une loi. Donc, je suis entièrement d'accord avec Étienne. Il faut dire aux élus, on veut une mise en œuvre d'une réglementation importante des substances toxiques et des perturbateurs endocriniens en particulier parce que c'est une question de génération. Je vais taper sur le même clou encore. Je pense que vraiment c'est... OK. C'est ça, c'est que je pense que quand on veut agir, il faut se mettre dans la peau des industriels qui, eux, ont un objectif, c'est de faire de l'argent. Et eux, quand ils développent une molécule, c'est eux qui ont le devoir de tester, de montrer au gouvernement que c'est pas toxique. Pas très compliqué de démontrer ça quand c'est nous qui avons les laboratoires, mais sachant que les scientifiques comme nous sommes très, très lents à générer les données pour démontrer que finalement, c'est peut-être pas si inoffensif que ça, ils ont le temps d'en générer 10 alternatives, puis ils savent qu'on ne sera jamais capable de les suivre. Donc, c'est vraiment d'envoyer ce message-là aux élus, de dire, en ce moment, le système permet qu'on soit exposé à des substances, certaines toxiques, certaines qu'on ne connaît pas. C'est important de changer un petit peu l'approche avant de mettre un produit chimique sur le marché. Allô? OK. J'aimerais aussi avoir un petit mot de la fin, si vous me le permettez, positif. Premièrement, pour faire suite à la loi canadienne de protection de l'environnement, sachez que c'est tout nouveau. On vient d'ajouter, de ne pas juste regarder les effets d'un polluant à la fois, mais l'effet cumulatif.
Fait que moi, entre autres, et d'autres de mes collègues, on est avec le gouvernement fédéral, Santé Canada, en train de dire, OK, là, comment on va le faire? Quels contaminants on va mettre ensemble? Alors ça vient juste d'être ajouté. Les conclusions de ça peuvent être vraiment très positives pour l'humanité ou le Canada, en tout cas. Et une autre chose qui a été ajoutée, c'est l'ajout des populations vulnérables. Ça vient juste d'être ajouté aussi, c'était pas là. Donc, je pense qu'il y a un progrès qui se fait à différents niveaux. Le SIAP, et vous êtes tous là aujourd'hui, une de nos missions, c'est de faire l'éducation publique parce que les populations humaines, vous êtes les gens que si vous décidez quelque chose, là, les gouvernements vont vous écouter. Nous, les scientifiques, on peut juste être les médiateurs. Toute l'information que vous voyez, le SIAP, on a un site Internet, tout est là, hein, tout est gratuit, vous pouvez y aller. On a des livres d'enfants aussi que vous pouvez downloader. Il y a des informations sur comment ils fonctionnent, comment vous pouvez réduire un peu votre exposition. Puis on en a quelques-uns à l'arrière qu'on va pouvoir vous donner aussi. Fait que c'est ce que je voulais terminer. Puis le gouvernement semble porter une oreille particulière aux gens de Québec en ce moment, donc c'est le bon moment d'en parler. Et ceux en ligne. Donc, écoutez, ça a été, je pense, un échange hyper intéressant. Merci beaucoup pour vos questions pertinentes. On voit que justement, là, on aime faire ce genre d'événement-là parce qu'on voit que les gens, ils sont curieux, ils sont préoccupés, mais ils connaissent aussi beaucoup de choses. Donc, c'est hyper intéressant pour nous, là, les discussions qu'on a eues. Évidemment, je voudrais remercier nos panélistes, Marc-André, Jennifer, Étienne et Maryse pour leur pertinence. Valérie aussi qui s'est mis de la partie. Kimberly et Véronica qui ont organisé là, tout le SIAP. Évidemment, l'espace saveur du musée, Pierre-Luc du Musée de la Civilisation qui nous a aidés à organiser tout ça. Et évidemment, nos sources de financement, les IRSC, FRQNT. Je vous rappelle qu'on aura un deuxième café scientifique à Montréal. Si vous voulez venir à Montréal, vous serez les bienvenus, évidemment. Sinon, il y a toujours l'option en ligne. On va avoir le même petit format. Valérie parlait de nos livres. Vous avez sur vos tables des petits codes QR. Ça va mener à une version PDF d'un livre pour enfants qu'on a écrit. On en a des copies papier aussi, pour ceux qui sont intéressés. Et ce sont, je tiens à le dire, ce sont des livres qui ont été faits sur du papier recyclé, encre végétale, donc ils sont le plus écologiques possible. Vous allez avoir aussi les commentaires et tout ça sur Facebook. Je vous invite à suivre toutes les activités du SIAP sur les réseaux sociaux. Est-ce que j'ai oublié quelque chose, Kim? Donc, dernier mot. Merci d'être là. Merci de votre participation, de vos bonnes questions. Merci de vous préoccuper de votre santé. Et merci à vous tous et je vous souhaite une belle journée ensoleillée à tous. Merci beaucoup.